Juste avant qu'on commence, je pense qu'il est très important pour vous que vous alliez me suivre sur Instagram. Tous ceux qui ont précommandé le manga Fragment, il y a les informations quant à son déroulement. Et je vais aussi me mettre à poster quelques croquis, quelques dessins d'un nouveau projet manga. Enfin, c'est la plateforme où je suis le plus facilement joignable. Vous allez voir, je suis très drôle en story. Sur ce, bon visionnage. Yo, la troupe s'émotive. J'entends souvent dire oui, Gojo il a trop de flow, ou Levi il est trop charismatique, ou encore que Mikey incarne le summum de la badassitude. Mais bon, quoi qu'il en soit, est-ce que vous vous êtes déjà demandé c'est quoi le flow, la badassitude, le charisme? À mon avis, vous avez déjà un semblant de réponse en tête, voire même une description physique ultra précise. Du style, lui, il faut qu'il ait une cicatrice, il faut qu'il ne parle pas beaucoup, il faut qu'il soit surpuissant, il faut qu'il ait les cheveux qui cachent ses yeux, etc. En tout cas, vous arrivez à ressortir des archétypes dans votre tête, grâce à l'expérience qui, j'en suis sûr, est très grosse vis-à-vis du médium manga ou animé, parce que vous êtes des gros weebs et des gros otaku, ça je le sais. D'ailleurs, il se peut même qu'en regardant un nouvel anime ou en lisant un nouveau manga, il vous arrive souvent d'aimer un personnage, de l'apprécier alors que celui-ci a eu que quelques lignes de dialogue. Étrange. Vous savez quoi la troupe? Plongeons-nous un peu sur les spécificités de ces deux médiums-là, manga et animation, pour décrypter ce qui fait le flow d'un personnage et voir en quoi c'est important. Par contre, jusqu'avant qu'on commence, tu vas me faire le plaisir de t'abonner, hein. Tu lâches aussi ton petit like direct. Tu sais quoi, claque directement toute ton extension de territoire sur les boutons qui vont faire que la vidéo va être mise en avant. Allez, fais-le tout de suite. On est parti. Le chara design. C'est, je pense, la première chose qui vous est venue à l'esprit quand je vous ai demandé de vous imaginer le flow idéal. Sachez que si vous avez pensé ça, vous avez totalement raison. Le chara design a une importance plus que primordiale dans la plupart des médiums, que ça soit manga, animé ou même jeu vidéo, car c'est souvent une mine d'informations concernant le personnage en question. Son âge, son sexe, son caractère, sa fonction dans l'intrigue, sa provenance, sa situation, tout ça vous est presque immédiatement donné par le chara design. C'est donc un outil ultra puissant pour établir un personnage, car que ce soit dans le manga, dans l'animation ou même dans le jeu vidéo, il est plus préférable de montrer plutôt que de dire. Pourquoi? Parce que montrer va susciter plus d'émotions chez le spectateur, le lecteur ou même le joueur. Je vous sens pas trop convaincu là, attendez. Les chara design et même les designs en général se basent sur un langage de formes. Ce sont des formes qu'on ajoute, qu'on assemble pour donner un design. Et ces formes parlent beaucoup avec notre instinct. Instinctivement, on va attribuer un caractère à chacune de ces formes. Je vais pas plus rentrer dans le détail que ça, mais si vous voulez des vidéos plus poussées où j'analyse le caractère design d'un certain personnage, bon bah déjà sachez que je fais déjà ça un peu sur TikTok, mais pour plus approfondir sur YouTube, bah mettez-moi ça en commentaire. Ainsi, Bakugo, de par sa coupe de cheveux hirsute et son regard qui montre une forte répétition de formes triangulaires, le dynamisme et l'agressivité de Bakugo nous est directement parvenu par Kohei Horikoshi, bien plus que s'il nous l'avait seulement expliqué. Ou même la passion excessive et un peu folle mais néanmoins un peu naïve de Izuku nous est directement communiquée via cette coupe de cheveux qui part un peu dans tous les sens, mais avec des bords plus doux, plus ronds que pour celle de Bakugo, et ses gros yeux ronds qui brillent montrant la naïveté du personnage. Le langage de forme parle directement à notre instinct, car il est profondément ancré dans la nature et il nous a beaucoup servi à mieux comprendre notre environnement pour déceler notamment les choses qui pouvaient nous faire du mal. D'ailleurs, tout ça a amené au chara design anthropomorphique que tu peux retrouver dans Black Sad ou même Beastars. Ce n'est qu'une exagération des traits de design animal qu'on associe souvent à un caractère bien précis pour justement les renforcer dans l'œuvre. Mais pas besoin d'aller jusqu'à l'anthropomorphisme, car oui, dans le boulot de Naoki Urasawa, ce qui est bluffant, c'est aussi son chara design très simple, reprenant des formes très simples et à la limite du caricatural, qui insuffle une certaine vie et renforce le caractère de tous ces personnages. Et si vous regardez bien, vous pouvez tirer un trait animal à chacun des personnages de Naoki Urasawa, surtout dans Monster. Cette technique a notamment été popularisée par Disney, mais aussi dans le manga par Tezuka. Bien sûr, selon la direction artistique du projet, la diversité des chara design peut largement varier. Et ce qui est aussi intéressant d'analyser, c'est de voir la différence entre des personnages banals, communs, et des personnages spéciaux, voir les différences de chara design. Ça peut nous en révéler beaucoup sur l'univers, les thématiques, etc. Par exemple, là où dans FMA ou Naruto, les ensembles militaires prennent énormément de place pour la plupart des personnages, même des personnages très importants pour l'intrigue, surtout dans la partie Shippuden, montrant bien l'uniformisation des troupes militaires et de l'univers très strict des deux œuvres. Dans Demon Slayer, Koharu Gotoge a décidé de mettre plus l'accent sur la personnalité et la singularité de chacun de ses piliers par exemple, ou de chacun de ses profondeurs, faisant beaucoup moins ressortir l'ensemble militaire. Mais le design, c'est comme l'écriture d'un personnage, elle peut être très caricaturale et assez cliché, du style oh là là, on voit pas mes yeux, je suis ultra mystérieux, ou regardez ma cicatrice, je suis un personnage badass, ou encore oh là là, je suis le héros d'un shonen ultra classique. Désolé.
Mais dans les meilleures histoires, il peut être plus nuancé et exprimer plusieurs facettes de la personnalité d'un personnage. Que ça soit une cicatrice comme Shoto Todoroki qui exprime là son tourment, ou encore comme le professeur Blackjack dont la dualité et l'ambiguïté morale est directement exprimée. Mais ça peut être fait de façon beaucoup plus subtile, comme pour les Eva dans Evangelion qui, au-delà de leur caractère froid et technologique, qui est apporté de prime abord, on a aussi, avec ce design très angulaire tourné vers l'extérieur, rajouter un côté agressif presque vivant, bestial, faisant directement éveiller les soupçons quant à leur vraie nature, ce qui était inédit dans le genre du Real Robot avant. Allez regarder Evangelion, c'est sur Netflix. Allez, je fais un dernier exemple avec Piccolo de Dragon Ball. Si au début on voit que le mal lui colle à la peau, via la répétition de formes très cornues, agressives, souvent associées aux démons, je vous apprends rien, bah par-dessus, Piccolo arbore une longue cape blanche, un turban blanc, qui reflète, je trouve, extrêmement bien l'enjeu du personnage, qui est de sceller le mal en lui, car au fil des événements de Dragon Ball, cette longue cape et ce turban viennent apporter un peu plus de douceur dans le langage de forme de ce personnage, et surtout que le blanc est très souvent associé à la bonté et à la pureté. Et d'ailleurs dans le manga papier, en format noir et blanc, on a bien ce contraste entre sa tenue de combat en noir et son par-dessus en blanc. Je pense aussi vite fait au kimono de Giyu qui a une forte symbolique pour lui, mais bon là je vais pas vous spoiler. Mais de toute façon Koyaru Gotoge est extrêmement forte pour pondre des chara-design forts. On en parlera sûrement dans d'autres vidéos. Et comme je l'ai sommairement expliqué avec Piccolo, les couleurs ont une importance primordiale, car le cerveau humain associe inconsciemment certaines couleurs à un type de caractère bien précis ou à des émotions. Les animes utilisent souvent cette technique sur les cheveux de leurs personnages, de leur casting, pour qu'on puisse rapidement les identifier, eux et leur caractère. Autant des fois ça peut être très bien fait, autant des fois ça peut plus relever de la paresse et ça devient rapidement ennuyant et cliché quoi. Les chara-design peuvent aussi être très symboliques, en faisant plus parler l'expérience et le vécu du public quant à ces symboles, ou même faire appel à leur propre culture populaire. Et là je pense forcément à Jojo. Les chara-design de Jojo's Bizarre Adventure sont très sourcés, surtout ceux des stands, avec énormément de symboles, exemple la justice aveugle de Bucciarati de son Zipperman, ou le pouvoir de la vie exprimé par les coccinelles bêtes à bon Dieu de Giorno, ou même si on sort de Jojo dans Bleach par exemple, toute la thématique christique qui est apporté au design d'Iwatch et ses hommes, qui inspirent même les designs de leurs techniques. Ces symboles sont pas forcément universels, le but n'est pas forcément qu'ils nous parlent de suite. Le langage de forme et les couleurs comme on l'a vu sont déjà là pour ça, mais le but est qu'il enrichit visuellement le personnage et rajoute une certaine homogénéité au sein même du personnage ou au sein d'un groupe par exemple. Et aussi il peut permettre une seconde lecture, il peut servir à décoder un second sens à certains combats de Neketsu par exemple, avec toutes ces techniques farfelues inspirées du bouddhisme ou de la mythologie japonaise. Du Susanoo à la casquette de Jotaro, à la totalité du design des nerfs ou même aux attaques de Netero, le plus important c'est que ça rend les personnages et leurs pouvoirs encore plus attrayants, fascinants et cool à voir. Mais surtout, le chara-design dans les meilleures histoires, il suit l'évolution du personnage. Il en est même l'un des meilleurs reflets, car si on a dit plus tôt que de par le langage de forme, le symbolisme, les couleurs, l'accoutrement de nos personnages favoris, on arrivait à être beaucoup plus connecté à eux, car ceux-ci ont un lien plus fort avec la réalité et jouent beaucoup plus sur nos instincts, bah quand celui-ci change, quand celui-ci évolue, ça va logiquement beaucoup plus nous frapper, beaucoup plus nous marquer, beaucoup plus nous parler. Comme quand on voit le visage d'un enfant rond devenir plus anguleux, on interprète directement qu'il a gagné en maturité et qu'il a grandi aussi biologiquement. C'est souvent le cas dans les shonen Neketsu, surtout depuis Dragon Ball où Akira Toriyama a significativement fait évoluer le design de son protagoniste, contre le gré de ses éditeurs d'ailleurs, pour bien nous faire ressentir l'évolution de l'enfant naïf et dynamique, mais un peu idiot, à l'adulte plus mature, responsable, mais qui a néanmoins pas perdu la totalité de son côté enfantin. Pareil dans Parasite où là on a un Shinichi qui représente une évolution un peu plus négative de ça, jusqu'à la fin où il trouvera un petit peu plus de positif, et là où son chara-design d'adulte va aussi un peu plus s'adoucir. Mais ça peut être aussi beaucoup plus temporaire ou radical, et bien évidemment je pense aux fameuses transformations popularisées par ce bon vieux Toriyama, et aussi le Magical Girl. L'évolution du costume design des personnages est aussi souvent bien utilisée par les meilleurs artistes, que ça soit pour représenter un dieu en colère, qui voulant absolument rétablir l'ordre dans son univers, se changera peu à peu en monstre. Bon là c'est pas vraiment du costume design mais plus parlant, pour représenter un guerrier solitaire qui pour protéger son humanité du cauchemar ambiant dans lequel il vit, décide de se recouvrir de plus en plus d'une armure sombre et froide. Et c'est aussi le cas pour un de nos personnages préférés de Neketsu, mais chut, il faudrait pas spoiler. Dans Kill la Kill par exemple c'est carrément le thème, ça montre bien le lien étroit entre narration et visuel. Le chara-design est une chose, mais ceux qui participent aussi beaucoup à l'attrait visuel d'un personnage, c'est aussi sa gestuelle, ses expressions du visage et son rapport spatial avec
les autres personnages. Tant d'éléments qui en disent long au-delà des mots. Encore une fois, c'est pas déconnant, c'est quelque chose de très ancré dans notre réalité. On interprète consciemment ou inconsciemment la démarche des personnes qu'on croise dans la rue, on bouge notre corps selon notre humeur, le langage corporel. On ne peut se retenir d'avoir le visage fermé quand on est contrarié, et dans un groupe on arrive facilement à savoir qui est le leader. Car encore une fois, ce sont des codes bien inscrits dans notre instinct. Donc un artiste doué va réussir à insuffler cette vie-là à ses personnages, au service de l'histoire qu'il veut nous raconter. Un petit exemple très parlant, c'est le boulot d'Hiroyuki Okiura, un génie de l'animation et un pionnier de ce style plus réaliste dans l'animation japonaise. Mais son réalisme est vivant, il est chaleureux, c'est parce que c'est un monstre en acting et en gestuel. Il arrive à donner beaucoup de force et de vie à n'importe quel personnage au premier coup d'œil, que ça soit au premier comme au dernier plan. Et dans ce petit clip de Cowboy Bebop que je vous ai montré, je suis sûr que vous avez déjà un personnage préféré alors qu'on est qu'au générique. L'acting et la gestuelle est d'ailleurs l'un des piliers du studio Disney. Comme ils le disent, c'est l'illusion de la vie. Et c'est super important car raconter une histoire, c'est faire croire à un mensonge au public. La gestuelle est donc un outil excellent pour ça. Que ça soit pour montrer l'intimité qu'il y a entre un sportif et sa raquette, un mentor / savant qui bascule peu à peu dans la folie, un épéiste qui s'impose une rigueur, une discipline et une droiture extrême, ou même pour bien établir la rapidité, l'expertise, la précision et le flegme d'un cow-boy pacifique. Et oui, tu tiens dans tes pas. Les différentes expressions d'un personnage, l'acting en somme, est quelque chose de très parlant aussi. Et j'aime ça, car quand l'artiste ou les artistes sont assez balèzes, ils réussissent à te montrer tant de subtilité que ça te laisse énormément de place à l'interprétation et à la seconde lecture. Et là, je pense encore et forcément au grand maître Naoki Urasawa, mais parlant aussi d'un de ses assistants qui a sorti un superbe manga, Inspecteur Kurokochi. Et dans cette histoire, en fait, on suit un duo, un rookie, un flic un peu naïf, et un ancien inspecteur ripou et cynique. Et tout le long du manga, tu sens que les deux sont dans une ambiguïté constante. Tu sais jamais quand le jeune flic dynamique va péter un câble et se rebeller contre Kurokochi, et tu sais jamais si ce dernier est vraiment une ordure pourrie jusqu'à la moelle, ou s'il a des intentions plus nobles qui l'animent. On est toujours un cheveu de l'un ou l'autre, et ça laisse place énormément à l'interprétation du lecteur, et moi j'aime trop. Pareil dans One Piece, et là je vais parler de Luffy. On me dit souvent que Luffy est un protagoniste ultra classique, simple, et qu'il est pas vraiment intéressant. Mais moi je trouve que si on creuse un peu dans la manière que Oda a de caractériser son personnage principal, on y voit certes une certaine naïveté et innocence enfantine, mais au détour d'une case, d'une expression, on sent un Luffy en réalité beaucoup plus mature et conscient des enjeux du monde, d'adulte et sombre dans lequel il l'est. Mais on sent que lui il ne cherche pas à représenter une certaine morale, mais qu'au contraire ne poursuit que son propre rêve de gosse qui l'anime en se protégeant lui et les siens, sauf quand ça va trop loin à l'encontre de ses valeurs, où là il aurait une réponse directe sans se préoccuper des conséquences. Ce qui est assez original pour ce genre d'histoire aux protagonistes plats, dont les valeurs ne bougent pas au fil de l'histoire, j'entends, qui sont souvent construits avec un ensemble de valeurs qu'on peut décrire comme bons, ou du moins très humains, très moral, qu'ils vont prôner haut et fort afin d'influencer les autres personnages. Ce n'est pas le cas de Luffy. Ça, tu vois, c'est mon interprétation du personnage, qui découle de ce que j'ai ressenti de l'acting de Luffy, que je kiffe, et aussi de 2-3 lignes de dialogue très intéressantes que Luffy a. Enfin, la mise en scène du personnage, son rapport spatial vis-à-vis des autres personnages, peut en dire long sur la relation qu'il entretient avec les autres. Il peut aussi préfigurer un changement, une évolution dans la mentalité du personnage, ou même sans prendre en compte les autres, son positionnement dans les cases d'un manga ou dans le cadrage d'un animé peut en dire beaucoup. Dans Madoka Magica ou Evangelion, ils sont très forts pour ça notamment. Et pour le manga dans Dragon Ball, et oui. Dragon Ball. Bon, j'ai un peu la flemme, je vous mets un petit extrait de mes TikTok. Et ce qui est excellent dans Dragon Ball, c'est que cette caractérisation passe essentiellement par la narration visuelle d'Akira Toriyama. Vegeta est arrogant, fier de son sang royal qui lui procure un complexe de supériorité, complexe qui va largement être mis à mal dans Dragon Ball. Mais malgré tout, le prince des Saiyans essaiera tant bien que mal de se convaincre qu'il a le contrôle de la situation et qui domine les autres protagonistes. Et bien souvent, tout ça volera en éclats. Déjà dans la gestuelle, Toriyama va systématiquement montrer un Vegeta droit dans ses bottes, le torse bombé avec un fort langage de forme carrée qui témoigne d'une certaine stabilité et d'une certaine stature que Vegeta veut s'imposer à lui-même. Après tout, c'est le prince des Saiyans. Mais comme Toriyama aime malmener son personnage, Goku, Zabon ou même Freezer vont faire éclater cette pose en même temps que la vaine sérénité que Vegeta tente d'adopter. Ou pire même, parfois Vegeta va carrément se recroqueviller sur lui-même, montrant toute la frustration qu'il a envers lui-même avant tout. Dans la même idée, le découpage et la mise en scène de Toriyama nous en révèlent beaucoup sur le personnage. Vegeta se situe la plupart du temps en haut dans l'agencement des cases et en haut à l'intérieur de la case même, dominant le lieu et l'espace. Vegeta va systématiquement être montré
considéré comme étant plus grand, plus dominant par rapport à ses adversaires. Quand il s'exprimera dans une case, il occupera la majeure partie de celle-ci, ne se faisant pas envahir par le décor. Et cette position est totalement voulue par Toriyama et donc Vegeta, car quand Goku va réussir à le devancer avec le Kaioken, le premier réflexe de Vegeta, après de s'être énervé bien sûr, est de se réfugier tout en haut de page pour asséner son canon Garrick afin d'écraser Goku pour se convaincre lui-même qu'il est supérieur. D'ailleurs, quand il rentre sur sa planète, le cadrage de Vegeta change. Il est montré en plus petit dans des cases et même des personnages comme Kiwi arrivent à se tenir droit devant lui, voire même à le prendre de haut. Une situation qui agace le prince des Saiyans. Donc avec tout ça, il y a 1001 façons de rendre un personnage attrayant, fascinant aux yeux du lecteur ou du spectateur, sans avoir besoin de lui rajouter des milliers de flashbacks ou des tonnes de lignes de dialogue. Le pire pour une œuvre, c'est que de prime abord, l'attrait visuel du personnage ne vous dit rien, qu'il ne vous provoque aucune sensation, ça ce serait le pire, et que justement qu'il ne vous pousse pas à découvrir son histoire. Mais en tout cas, son attrait visuel, c'est aussi son histoire. En fait, il rentre en parfaite symbiose avec l'écriture d'un personnage. Les deux ne font qu'un pour raconter le même message et délivrer les mêmes émotions. Ils doivent être pris au même plan d'égalité. Si un personnage peut être visuellement ultra attrayant et fascinant, mais terriblement vide à l'intérieur, ce qui fera que son attrait visuel aura d'autant moins d'impact, ça serait juste un déguisement quoi, ben un personnage très bien pensé, très bien écrit et très bien développé peut se montrer ennuyeux sans un très bon traitement visuel de la part de l'artiste. Donc il n'y a aucun mal à aimer un personnage pour son flow. Et le flow est multiple, le flow est plusieurs, chacun a sa propre sensibilité par rapport au flow. Par exemple moi, j'aime le côté fun, le côté cool, mais aussi la puissance et la virilité que dégagent les personnages de Dragon Ball. Mais j'aime aussi la beauté grotesque qu'incarnent ces monstres de puissance animale et bestiale que sont les personnages de Baki. Et j'aime aussi la bizarrerie mystérieuse, décalée, mais familière qu'incarnent les personnages de JoJo's Bizarre Adventure. Ce sont des flows qui me parlent. Et vous, ce sont lesquels? Et surtout pourquoi? A plus dans le bus.